Alors, on a 1 heure pile d'échange sur les 4 thèmes. 1 heure pile. Hein. 1 heure pile. Après, pile. 23 heures, c'est terminé. On aura ensuite un mot de nos partenaires du Cahier de la Liberté et puis le discours de clôture. Donc, moi, je me permets de donner 1 heure pile parce que le deuxième panel, les membres du deuxième panel, je les ai presque tous eus comme invités à France 24. Donc, on peut se permettre de vous donner 1 heure, non? D'accord. Donc, on va commencer par l'antidote contre le désaveu. Que proposez-vous? Je commence. Oui. Je voulais tout d'abord saluer toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et je les remercie pour cet intérêt pour les élections présidentielles. Le désaveu aujourd'hui, je voudrais rappeler seulement que la Révolution elle a été là pour la liberté et la dignité. Au niveau des libertés, on a fait un bon pas. Reste un très très grand chemin à parcourir pour la dignité. Malheureusement, pour cela, aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle gouvernance. Quand on dit une nouvelle gouvernance, on dit une volonté d'assainir le paysage politique. Quand on dit assainir le paysage politique, c'est de ne pas donner encore et encore la possibilité à des personnes d'être à la tête du pays, d'être à l'Assemblée, de promouvoir la corruption. Ils devraient être en prison, ils devraient être devant la justice, mais on ne devrait pas leur donner la chance de se représenter aujourd'hui, sachant que les dossiers sont là et tout le monde le sait. Pour cela, il nous faut une volonté politique réelle qui est celle d'assainir ce paysage et que ceux qui nous gouvernent aient le courage de dire stop à la corruption, stop à la médiocrité et laissant la place au travail, laissant la place aux gens honnêtes, compétents, qui ont envie de laisser cette jeunesse, cette Tunisie rêver de sa révolution, rêver de son avenir qui, pour nous aujourd'hui, est encore possible parce qu'il y a encore des gens et des politiques et une société civile et une jeunesse qui représente 70% de la population qui rêve et qui a envie de s'investir. Laissons-lui la place et, comme dit Lies Farfer, changeons de logiciel. Et dans le changement de logiciel, il y a la gouvernance, il y a l'honnêteté, il y a l'esprit et la volonté politique, il y a une nouvelle manière de gérer l'État. Et j'ai entendu parler tout à l'heure beaucoup de la Constitution, laissant cette Constitution vivre. On va passer à la Constitution. Oui, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais c'est un cercle vicieux. Nous ne pouvons pas assainir aujourd'hui si on n'applique pas les lois, si on n'applique pas la Constitution et si on ne laisse pas l'espace aux gens honnêtes qui ont de l'expérience, qui se connaissent dans les rouages de l'État, de les mettre en place. Voilà. Saïd. Merci beaucoup, Sitaoufik. Aslem Eneskol, je suis très contente d'être ici parmi vous. J'aimerais vraiment vous remercier d'être resté aussi tard. Je pense que la présence d'un public aussi nombreux dément aussi un petit peu ce présupposé que nous avons tous, que nous sentons, qui est qu'il y a un désaveu de la question politique. Moi, je pense qu'il y a un désaveu des partis politiques, du système partisan traditionnel tel qu'il existe. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à la Tunisie. Il me semble aussi, et je crois que tout le monde le sait et le remarque, que nous avons vu à peu près les mêmes démarches exister dans des démocraties bien plus établies et bien plus anciennes que la nôtre. Et donc, peut-être une sonnette d'alarme, une sonnerie d'alarme, et une nécessité de prendre cette responsabilité-là, qui est que la relation entre l'État et le citoyen aujourd'hui en Tunisie est une relation qui est en danger. Cette
je dirais, crise de la confiance entre l'État et le citoyen. C'est la principale menace pour la transition démocratique et la principale menace pour cette belle histoire qu'on est en train d'écrire tous ensemble, toutes les parties prenantes politiques ou de la société civile, même celles qui sont aujourd'hui engagées en politique en Tunisie. Et je crois, encore une fois, qu'il y a une nécessité pour les partis politiques d'embrasser le XXIe siècle. Et pour les partis politiques, de comprendre que les logiques de mobilisation, que les logiques d'existence, d'évolution, de prise de responsabilité, de prise de la responsabilité, et donc d'être au devant de la chaîne de responsabilité, de commandement, peut-être aujourd'hui correspond à des logiques militantes qui sont complètement différentes. Et je crois que cette souplesse dans l'adhésion, cette nouveauté, cette façon un petit peu d'aller faire son marché, cette fin des grandes idéologies, je pense qu'il faut le dire et le reconnaître, et c'est aussi le cas de la Tunisie qui traverse cette, je dirais, grande dynamique. Et aujourd'hui, le principal intérêt, la principale nécessité pour nous, et notre responsabilité ici, les personnes qui se sont succédées au micro ce soir et toutes celles qui prétendent occuper des charges à l'intérieur de l'État tunisien, c'est encore une fois maintenir cette relation entre l'État et le citoyen. Had. Donc, bonsoir et merci au public, merci aux organisateurs, merci Taoufir. Moi, j'ai rien fait. Merci pour la gestion de ce débat. Moi, je pense que c'est un fait indéniable. C'est-à-dire ce problème de cette crise de confiance, je dirais, c'est une réalité indéniable, mais il faut creuser quelles sont les causes qui sont à l'origine de cette défiance et de ce désamour. Il est évident quand les Tunisiennes sont plongés aujourd'hui dans les difficultés. Il faut le dire, le pays traverse une grave crise sur tous les plans, économiques, sur le plan social, etc. Et ce dont ils ont tant rêvé, c'est-à-dire cette dignité, ce travail, cette création d'une richesse nationale qui leur permet de vivre dignement, elle n'est pas au rendez-vous. Bien évidemment, il faut se poser la question. Cette situation-là, nous, Hamhamem, ne pense pas que c'est une fatalité, mais c'est la conséquence de choix politiques et socio-économiques. Et ça, il faut le dire. Moi, depuis tout à l'heure... Ça, c'est pour le diagnostic et pour le remède. Oui, mais le diagnostic, il est important pour comprendre pourquoi les Tunisiens, aujourd'hui, sont dans cette situation. Parce qu'ils voient le pays dans une crise, dans une impasse, et ils ne voient pas l'autre bout du tunnel. Ils voient les chamailleries aussi entre les politiques. Donc justement, j'en viens à la seconde idée que je voulais développer. Là, en tout, on était 10 à être présents sur ce plateau-là pour les représentants des candidats. Sur les 10, moi, j'ai fait les comptes. Il y en a 5 qui représentent ou des responsables politiques de premier rang qui sont aux affaires aujourd'hui, ou qui ont été aux affaires depuis 2011. Et personne n'a eu le courage, personne n'a eu le culot de faire la moindre autocritique et de remettre en cause les choix qui ont été opérés depuis 2011. Et ça, c'est le courage qui manque à une certaine classe politique, parce que le désaveu, il est vis-à-vis de ceux qui conduisent le pays, ceux qui continuent à conduire le pays sur les mêmes bases et sur le même système que celui qui a fait faillite, celui qui a échoué. Mais on apprend et là, je parle des grandes orientations économiques. Et on en parlera tout à l'heure. Bonsoir, merci. Le dernier exprès. Bonsoir, merci aux organisateurs, merci au public. Bon, je représente M. Mahdi Jema qui ne pouvait pas être là aujourd'hui parce que
Dans la campagne, il y a déjà un déplacement prévu à la rencontre des Tunisiens de France ce dimanche après-midi pour une réunion publique. Marhababi, comme vous êtes disponible. Sinon, par rapport à ce point de désaveu, évidemment, on le ressent, et pour moi, il vient de deux choses. Ce que vous avez dit, Taoufir, sur les chamailleries, sur le climat politique en lui-même, donc les pratiques politiques que les Tunisiens sont en train de regarder, d'expérimenter. On n'a que voir le climat de cette campagne électorale, ne serait-ce que ces 3 derniers jours, avec des accusations mutuelles, etc. etc. Donc, finalement, un des éléments importants pour lequel, à mon avis, sur lequel le président devrait s'atteler et sur lequel il devait s'appuyer, c'est essayer de jouer son rôle pour assainir ce climat politique. Finalement, il faudrait qu'on apprenne, nous tous Tunisiens, de se comporter à la politique différemment de ce qu'on comporte avec nos clubs de foot. Non, il faut qu'on apprenne que les autres, même s'ils sont d'autres bords, sont des adversaires et pas des ennemis, et apprendre à savoir discuter. Donc le président lui-même doit donner l'exemple par un comportement vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des autres responsables, un comportement digne, un comportement rassembleur. Ça, c'est le point important. Aussi, pour pouvoir rassurer les Tunisiens et leur redonner, diminuer ce désaveu, disons, ou ce désamour, il faut réinstaurer la primauté de la loi, montrer à tout le monde que la loi sera appliquée surtout sans distinction du plus haut sommet de l'État aux simples citoyens. L'autre point important, je rejoins Adel Ouhela sur ça, peut-être pas avec les mêmes conclusions, c'est le fait que le désaveu vient aussi que les Tunisiens n'ont pas vu leur situation changer ou s'améliorer depuis la Révolution, voire certains considèrent qu'elle a empiré au niveau socio-économique. Donc la nécessité, c'est de redonner de l'espoir aux Tunisiens, notamment aux jeunes Tunisiens. C'est pour cela que moi, je sais que les organisateurs n'apprécient pas ça, mais j'arrive mal à faire une distinction entre la campagne présidentielle et la campagne législative. Pour moi, c'est 2 élections, mais qui vont de pair, parce que si on veut pouvoir relancer le pays et redonner l'espoir, il faut que demain, on ait une cohésion, on ait à la fois un président, mais aussi une équipe gouvernementale issue d'une majorité parlementaire qui soit capable de travailler ensemble. Donc c'est pour ça que, même si on dit souvent que les problèmes socio-économiques ne sont pas de la prérogative des prérogatives du président, je pense qu'il a un rôle à jouer dessus, ne serait-ce par les pouvoirs donnés par la Constitution, aussi par le fait de pouvoir mener avec lui une majorité parlementaire et travailler avec elle en bon accord. Sofiane. Bonsoir. Je représente M. Mohamed Abou, donc je porte ses remerciements aux organisateurs qui l'ont invité, mais vu les exigences de la campagne en Tunisie, puisque la campagne est que de 12 jours, il n'a pas pu se déplacer en France, et je porte aussi son bonjour à toute l'assistance. Donc, je vais essayer de représenter la pensée de M. Mohamed Abou le plus précisément possible, et de ne pas la meubler avec mon propre discours à moi, parce qu'il y a une question que je ne connais pas sur mon candidat, comment il pense. Alors, pour la question de désenchantement, moi je trouve qu'on a toujours en Tunisie l'analyse très politicienne de la situation. On n'a jamais un regard historique ni un regard sociologique sur notre société. Nous sortons de 60 ans ou de 62 ans de dictature où la chose publique était la propriété de quelques-uns et interdite pour les autres. La chose publique appartenait au parti unique et au chef du parti unique qui préside l'État. Et tout le reste du peuple était interdit de pouvoir avoir un avis sur la chose publique. En arrivant à la Révolution, bien sûr, il y a une extrême idéalisation de ce qui va nous tomber du ciel pour arriver à quelque chose de positif. Et à ce moment-là, on découvre qu'on est un peuple et des individus qui étaient élevés et éduqués sur le salut personnel et pas le salut collectif. Et donc, à ce moment-là, on est devant une situation historique, sociologique et politique très importante. Rajoutons à cela une élite qui se dit, des gens qui font de la politique et qui se disent qu'ils sont une élite, qui se déchirent idéologiquement et politiquement. À ce moment-là, bien sûr, qu'on va vivre ce désenchantement et on va vivre une certaine distance de la jeunesse et du peuple par rapport à la politique. Alors, pour y arriver à avancer, il faut qu'on arrive, que la majorité de la société et la majorité des jeunes arrivent à penser la chose publique comme une chose collective et pas un salut individuel.
Et je crois qu'on est, nous, pas simplement dans une crise politique, mais dans une crise historique, civilisationnelle et sociologique très importante dans notre société. Alors comment s'en sortir de ça et comment donner de l'espoir? C'est que, premièrement, celui qui est devant de la scène, celui qui gouverne, celui qui a de l'arène, a le respect de la chose publique. Chose qu'on n'a pas vécue après la révolution de 2011 jusqu'à maintenant. Vous avez eu le beau spectacle du panel des représentants des candidats avant ce débat-là, et comment ils se déchiraient. Ils venaient du même système, et ils sont en train de reproduire la même pensée, c'est-à-dire de rendre la chose publique la propriété de l'un contre l'autre. Et ils venaient du même gouvernement, du même système politique qui les a reproduits après la Révolution, vu la crise qu'on a vécue. Donc, pour moi, pour M. Mohamed Abou, si on veut sortir de ça, il faut celui qui gouverne la prochaine fois a un respect profond pour le peuple, pour la chose publique, pour la loi, pour la Constitution, et il est dans la transparence, dans la bonne gouvernance pour donner un bon exemple, parce qu'un peuple qui est perdu comme le nôtre doit avoir une élite qui lui donne l'exemple à laquelle il peut s'identifier. Si on ne s'identifie pas dans un peuple par rapport à une élite politique qui peut nous guider dans l'histoire, on n'avancera jamais. Merci. C'est bien pour le link parce qu'on va parler de la réforme de la Constitution et la réforme de l'État. Sur le sujet de la réforme de la Constitution, il y a un truc très simple, c'est on est en train de critiquer les institutions actuelles en Tunisie, sauf qu'on ne les a pas finies, on ne les a pas essayées. Finalement, un des éléments de base des institutions, c'est la Cour constitutionnelle, qui n'a pas été encore mise en place. Donc, l'idée de M. Mahdi Jama, c'est d'abord, très vite, à la fois par les choix présidentiels, mais aussi par le pouvoir moral qu'il a, ou par l'entente avec une majorité parlementaire, avec les autres partis du Parlement, mettre en place cette Cour constitutionnelle. Après, il y aura le temps d'évaluer les institutions, de voir de les réformer. Par contre, il y a d'autres éléments qui sont réformables pour nous avant de toucher au système politique. C'est par exemple aller vers le système d'ordonnance pour donner non, plus. mais l'idée, c'est d'abord la Cour constitutionnelle. Et là, il y a le rôle du président qui va nommer un, et après, avec les parlements. La loi électorale, ça c'est autre chose. La loi électorale, il faudra aussi repenser la loi électorale pour avoir une loi électorale qui donne un peu plus de majorité, de stabilité au gouvernement et aux majorités qui seront en place. Et autre élément important, et ça va être relié avec le point précédent sur le désaveu, il faut instaurer une loi pour éviter les changements incessants de bord au sein du Parlement. Le député qui est élu sur un bord et qui lendemain sur le tourisme partisan au sein du Parlement, qui est un élément important qui va permettre au fait de donner encore plus confiance, parce que le député qui se présente, il s'est engagé pour un parti auprès du peuple, donc qui continue. Sinon, s'il n'est pas d'accord, il quitte et laisse sa place à un autre. Nous, par exemple, pour nos candidats législatifs, on a fait signer une charte d'honneur qui vaut ce qu'il vaut sur ce fait-là. Donc ça, c'est les éléments. La Constitution, le système politique, d'abord finalisons la Cour constitutionnelle. Après, oui, il y a une nécessité de revoir la réforme électorale, la loi électorale et faire une loi contre le tourisme partisan. Saïd. Alors, oui, en effet, je crois que ça s'est imposé un petit peu dans le débat de la présidentielle, cette question de la réforme de la Constitution. Ce qui, moi, me semble un peu drôle, parce qu'on a fait porter la responsabilité à un texte légal, juridique, relativement jeune, qui a été adopté en 2014, adopté après quand même 3 ans de débat inclusif pour lequel le pays a remporté le prix Nobel. Donc, moi, je crois qu'on se fourvoie quand on veut faire porter au texte plus que ce qui est de sa responsabilité. La crise politique et la crise de gouvernance et la crise qu'on veut des fois appeler constitutionnelle, qu'on a vue, auquel on a dû faire face dans notre pays, elle est d'abord et avant tout liée à l'éclatement de la principale force politique qui a émergé en 2014, qui est Nida Tounes. Et il y a un autre problème qui était l'affrontement que nous avons vu ces dernières années entre les 2 têtes de l'exécutif, que sont la présidence de la République et la présidence du gouvernement. Alors qu'en réalité,
c'est la pratique qui nous a amenés vers cette situation de crise. Et je pense que tout le monde, vraiment, il y a aujourd'hui, je dirais, un postulat qui veut que nous avons une crise des institutions et que la Constitution et le texte constitutionnel est responsable. Moi, je ne le pense pas. Je ne pense pas, encore une fois. La loi électorale, d'ailleurs, c'est vrai, je crois que tout le monde est aussi, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut changer la loi électorale. La même loi électorale à laquelle nous avons tous en tant que pays, je rappelle simplement ce qui s'est passé en 2014, décider ensemble qu'il ne devait pas y avoir de majorité absolue ou de grosse majorité, parce que nous étions un pays en transition qui avait besoin de toutes les forces vives, politiques présentes dans l'Assemblée, et que nous avions besoin de tout le monde, et que nous avions besoin de construire un consensus pour gouverner le pays. C'est même qui aujourd'hui voudraient faire, encore une fois, porter à la loi électorale la responsabilité de nos problèmes de gouvernance qui sont, encore une fois, liés à la première question. Et je pense que les jeunes personnes qui ont travaillé sur la formulation des questions de ce débat aujourd'hui ne l'ont pas fait par hasard, qui, en réalité, a créé cette conséquence du désaveu de la classe politique. La réforme constitutionnelle dans tous les pays, c'est quelque chose qui vient de façon naturelle. Donc moi et notre candidat et le parti que je représente, nous n'avons pas de veto, nous n'avons pas de refus de voir cette question-là. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat, et ça c'est une chose qui est extrêmement importante. Pareil pour la loi électorale, le règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple est aussi important que ces deux textes-là auxquels on veut faire porter toute notre responsabilité. Le tourisme partisan, le tourisme entre groupes parlementaires, c'est ce qui a déstabilisé la principale force légitime politique de notre pays, qui est l'Assemblée des représentants du peuple. Et donc commencer par amender, et là ce n'est pas le travail, je crois, du président de la République, ça sera la mission de la prochaine majorité parlementaire qui émergera. Il s'agira d'abord d'amender et de réformer le règlement intérieur de l'Assemblée. Mais je crois que pour le moment, laissons la Constitution tranquille. Voilà. Merci. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la Constitution, on aimerait mettre tous les mots de la Tunisie sur cette Constitution, qu'il faut rappeler est une Constitution qui a été votée à l'unanimité, une Constitution qui rassemble le peuple tunisien, une Constitution qui n'a pas été encore mise en place. Nous n'avons pas encore de cour constitutionnelle, et vous l'avez dit tout à l'heure, nous n'avons pas les institutions constitutionnelles en place. On a mis du temps pour avoir des élections municipales. La décentralisation n'est pas achevée et on aimerait bien voir la partie importante qui est les régions. Elles doivent se mettre en place. Nous devons continuer à travailler, à mettre en place cette constitution avant de vouloir l'évaluer. Il est inadmissible aujourd'hui de cacher et vouloir dire que la Constitution ne fonctionne pas, alors que c'est la gouvernance qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a des problématiques de nomination partisane, l'usage du clientélisme, la non-neutralité, le tourisme des députés. Voilà, aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements réels qu'on peut améliorer très facilement et que l'État puisse enfin travailler dans la légalité, j'ose dire, parce qu'aujourd'hui, les députés ne sont pas présents à l'Assemblée, donc s'ils ne sont pas là, c'est qui va travailler? On aimerait bien le voir. Qu'on arrête de prendre cette fonction pour une deuxième fonction et un salaire en plus. Un engagement d'un député est un engagement, ce sont le travail dans les commissions, c'est la proposition de loi, c'est aussi débattre les lois, et les députés qui sont là, tout à l'heure j'ai entendu un mot
pourquoi est-ce que certaines personnes n'ont pas fait d'audit ou ne sont pas demandé eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont fait comme bilan. Le bilan a été fait pour certaines. S'Ilyes Farfer assume complètement son passage au ministère. Il a essayé de mettre en place les réformes pour un mandat de 1 an au ministère des Finances. Il a initié les réformes, et c'est ces réformes-là qui sont nécessaires aujourd'hui pour le pays, arrêtant de vouloir faire avancer le pays sans réforme, sans volonté politique, sans travail sérieux. Et voilà, aujourd'hui, mettons les choses en place et laissant la Constitution travailler. Une deuxième chose, la loi électorale, effectivement, il va falloir qu'on l'amende et qu'on l'améliore. Par exemple, Ilyes Farfer présente une possibilité d'une élection à 2 tours de liste et non pas uninominale, pour ne pas laisser aussi toujours la place à ceux qui peuvent payer leur tête de liste ou bien qui n'ont rien à faire d'être à l'Assemblée, mais plutôt de liste, double tour, ce qui permettrait après une alliance et un rassemblement des forces vives et des forces social-démocrates. Ad. On t'a adressé la parole indirectement, là. S'agissant de la question de la Constitution, je vais apporter une réponse claire et non nuancée. Nous, on ne pense pas que c'est la Constitution qui est à l'origine des maux de la Tunisie aujourd'hui. Donc, on dit non, ce n'est pas la Constitution qui est coupable et on n'est pas partisan d'une réforme constitutionnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui vient d'être dite et répétée, c'est qu'il y a des institutions qui sont bloquées. La Cour constitutionnelle n'est pas en place. Et elle n'est pas en place, c'est parce que justement, elle a fait l'objet d'instrumentalisation et de tiraillements partisans qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la Tunisie. Et ce n'est pas l'opposition ou je ne sais qui a empêché les majorités successives de mettre en place la Cour constitutionnelle. Et ça s'applique également à d'autres chantiers. Moi, je veux simplement rappeler qu'il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. On sait que les gouvernements qui se sont succédés depuis 2014, ils ont eu de larges majorités. Quand ils sont passés devant l'ARP, ils ont eu de larges majorités. Mais ils ont échoué. Et bien entendu, les guerres qui pendant un certain moment, ont renvoyé justement. C'est pas moi qui invente le terme, c'est même l'instance supérieure de lutte contre la corruption qui parle d'un État qui s'approche de l'État mafieux. Et ça, c'est pas la Constitution qui en est responsable, c'est les politiques et c'est les majorités qui se sont succédées qui sont responsables. Parce que ces majorités-là n'ont pas respecté leurs électeurs. Parce que quand on a un parti élu avec un vote majoritaire en sanction à une troïka qui l'a précédé, et que la première chose qu'il fait, c'est qu'il renie son électorat et il va mettre en place une coalition, je ne dirais pas contre la Turque, parce que moi je ne le pense pas, mais contre les engagements, et là je reviens sur la question de la crédibilité et la question du désaveu, notamment parce que une certaine classe politique ne tient pas ses engagements et ne respecte pas ses électeurs. Ça, c'est une question très importante. Donc la deuxième chose, c'est que on a assisté, on a essayé de vraiment masquer l'échec pour dire c'est parce que on n'a pas un régime ou des institutions assez fortes.
Il faut qu'on soit clair là-dessus. Est-ce qu'on veut un retour vers l'arrière ou un approfondissement de la démocratie et de l'exercice démocratique? L'exercice démocratique, pour nous, on le comprend, c'est qu'on soit au plus près des attentes des Tunisiennes et des Tunisiens. Que les Tunisiennes et les Tunisiens aient leur mot à dire sur chacune des questions importantes qui sont posées et auxquelles notre pays fait face. Moi, je peux simplement vous dire quelque chose. C'est que si vous prenez les statistiques de l'ARP et les textes de loi qui ont voté, la plupart des textes de loi, c'est des textes de loi d'emprunt. Et tous ces textes-là sont passés comme une lettre à la poste. Alors je demande, est-ce que c'est la Constitution, les institutions qui sont responsables du blocage ou qu'il y a un problème plus profond? Et ça, si on ne veut pas l'affronter, c'est une vraie insulte à l'intelligence des Tunisiennes et des Tunisiennes. Et moi, je ne souhaite pas, c'est-à-dire être insulté de la sorte. Sophia. Bon, je vais commencer directement par la proposition écrite dans le programme de M. Mohamed Abou par rapport à la Constitution, où il dit... Tu ne veux pas sortir du texte, toi, hein? Pardon? Tu ne veux pas sortir J'ai bien révisé ma leçon, moi, pour bien représenter mon candidat. Donc, il propose qu'on installe... Tu en avais un autre avant, non? Pardon? Avant, tu as eu un autre. J'ai eu un autre quoi? Candidat avant. Avant, Oui. dans une autre vie, oui, mais bon, ne me fais pas regretter l'histoire. Ne comptabilisez pas le temps là, parce que c'est lui qui m'interpelle. Bon, alors, la proposition est qu'on stabilise la situation politique, on stabilise l'État. La présidence de la République doit prendre sa place selon les prérogatives de la Constitution. On instaure toutes les instances citées par la Constitution, les instances constitutionnelles et en tête la Cour constitutionnelle. À ce moment-là, tout est stabilisé, le système politique est stabilisé. Il a promis d'ouvrir un débat après 3 ans de la présidence pour voir vraiment est-ce qu'il y a quelque chose à réformer dans cette Constitution ou c'est des envies comme ça partisanes et personnelles. Parce que réformer une Constitution, c'est vraiment avoir un consensus le plus large possible et c'est pas pour répondre à des envies personnelles ou à un système qui a envie de revenir d'une façon un peu détournée. Donc, ouvrir un débat après 3 ans entre tous les Tunisiens et entre tous les partenaires politiques, et à ce moment-là, on verra. Alors, maintenant, après avoir vous annoncé qu'est-ce que M. Mohamed Abou propose, je vous dirai pourquoi. Parce que le problème de la Tunisie n'est pas vraiment la Constitution. Nous avons pu remarquer que la Constitution, pendant les 5 dernières années, ou pendant les 4 ans et demi de la présidence de M. Beji Caïd Essebsi Al Erram, la Constitution n'était pas respectée. Alors, M. Beji a voulu détourner la Constitution et que toutes les prérogatives, même celles du premier, même celles du chef de gouvernement, reviennent entre ses mains. Et c'est lui qui décide des nominations, c'est lui qui décide de tout. Il est tombé en différend avec M. Sid. Il a trouvé la solution pour l'évincer. Il a ramené M. Ched, avec lequel il était en désaccord après un certain moment. Il a voulu l'évincer avec Carthage II, etc. Vous connaissez toute l'histoire. Et le déchirement qui s'est passé entre ceux qui représentent le même parti et qui représentent le même système, parce que le partage du gâteau n'était pas comme l'un ou l'autre le veut. Ça vient d'où? La crise politique en Tunisie est le problème. Ça vient qu'on a... D'abord, pour changer la Constitution, il faut avoir des partis politiques et des familles politiques stables et une pensée politique claire en Tunisie. Non, pas parce que là, plutôt, on est dans le domaine législatif. Restons dans les prérogatives du président, à savoir le garant de la Constitution. Parce que là, le garant de la Constitution. On dévie un peu du... Oui, non, je ne dévie pas. Non, je ne dévie pas, parce que le président de la République, c'est le garant de la Constitution, il est garant aussi de la défense nationale, il est le garant de respect de la sécurité de l'État et de l'indépendance de l'État. Quand on a des partis politiques qui ramènent de l'argent de l'Émirat arabes unis, quand on a des partis politiques qui ramènent de l'argent de la Turquie, du Qatar et partout dans le monde, de la France, de l'Angleterre, partout, et des partis politiques qui sont financés de l'extérieur, on ne peut pas croire leurs propositions sur le fait
de changer la Constitution. On a un problème de corruption politique en Tunisie qui gâche tout ce qui est politique et qui gâche la pensée politique et la vision politique qu'on peut en avoir en Tunisie. C'est pour cela que Mohamed Abou a donné 3 ans pour mettre à plat tout ce système de financement politique par la corruption. À ce moment-là, on peut avoir une pensée claire par rapport à la Constitution. Si on n'a pas une vie politique saine, des partis politiques purement tunisiens qui ne sont pas possédés par l'extérieur et financement de l'extérieur, ils ne sont pas corrompus, à ce moment-là, on ne peut penser. On ne peut pas penser dans une situation où la pensée n'existe pas. Merci. Donc là, on va passer à l'économie, puisqu'on a suffisamment... Moi, j'ai envie juste de dire un petit mot concernant la loi électorale, parce qu'on a abordé la Constitution. Mais vous avez toutes et tous suivi qu'à quelques mois, voire même à quelques semaines des élections, on a essayé de faire passer en force une loi pour changer des règles de jeu à la dernière minute. Cette initiative-là, elle n'est pas du tout, on va dire, dépourvue d'arrière-pensée, si ce n'est que limiter le champ de l'exercice démocratique et essayer d'effacer une pluralité. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition au sein de l'ARP n'est pas, quantitativement, elle n'est pas énorme. Mais le mérite qu'elle a, c'est qu'elle pose le débat public. Et ce qui est dangereux, parce qu'on veut, c'est-à-dire supprimer le scrutin proportionnel, et on veut instaurer le fameux seuil, l'ataba, c'est justement pour priver une partie des Tunisiennes et des Tunisiens de s'exprimer ou d'avoir des représentants au sein de l'ARP. Et nous, on croit que la démocratie, c'est avant tout, c'est aussi le débat contradictoire. Damak, là on passe à l'économie et on va rester dans la prérogative du président de la République. Comment faire pour ouvrir de nouveaux horizons pour l'économie, sans bien sûr parler des prérogatives du chef du gouvernement? Et vous êtes pour un cadre libéral ou plutôt un cadre régulé? On va commencer par l'idée d'ouvrir des champs. Évidemment, la Tunisie doit savoir s'ouvrir sur de nouveaux marchés, explorer un peu plus. Après, moi, je pose le débat, c'est-à-dire qu'on entend souvent le débat comme quoi, allez, il faut ouvrir ce nouveau marché pour sortir du bilatéralisme avec l'Union européenne, excusez-moi. Il ne faut pas oublier qu'en économie comme en physique, les masses se rapprochent. Donc les grandes masses attirent les plus petites. Et donc nous, on est proche de l'Union européenne, d'un marché énorme. Et donc, il ne faut pas se dire qu'il faut négliger ce marché pour aller vers d'autres marchés. Il faut continuer à renforcer nos échanges avec l'Union européenne. Pour information, la Tunisie ne représente que 0,5% des importations de l'Union européenne. Donc il y a encore de la marge. Et ça, c'est un élément important. Autre chose, avant de penser aux autres marchés, oui, on peut aller viser des marchés lointains en Asie, etc. Mais il ne faut pas oublier que par rapport à nos produits, ça va rajouter un coût de logistique très important. Donc il faut d'abord que nos produits, nos industries soient compétitives pour pouvoir supporter ce coût logistique. Maintenant, plus globalement, évidemment, dans cela, le rôle du président va être fondamental. Pourquoi ? Parce que dans notre vision à nous, le président va être aussi le premier ambassadeur de la Tunisie pour aller à l'étranger, pour aller négocier avec les partenaires, discuter, représenter la Tunisie. Donc c'est pour ça, nous, on pense que le président doit avoir trois choses finalement. Des connaissances économiques solides, parce que finalement, quand il aura à Davos représenté la Tunisie, il doit pouvoir discuter avec les autres leaders du monde, il doit avoir des relations internationales solides et une crédibilité à l'international. Donc, le rôle du président va être aussi, dans les discussions internationales, donner l'image du pays, renforcer la position de la Tunisie comme terre d'accueil des investissements notamment. Cela vient aussi, pour rester dans ses prérogatives, par ce qui a été dit en termes de diplomatie économique. Mais dans cela, nous pensons que d'abord, il va falloir réfléchir à la formation même des ambassadeurs et au choix des ambassadeurs pour qu'ils puissent mener leurs équipes dans cette tâche
finalement de diplomatie économique. Pour rester sur ce cadre-là, il y a le sujet qui revient tout le temps de l'ALECA, finalement. Pour nous, la réflexion, c'est l'ALECA n'est pas rejetée en bloc, ni à être acceptée en bloc. D'abord, il faut savoir négocier, il faut avoir des compétences en négociation tunisienne, il faut négocier, avant de négocier l'ALECA, essayer de revoir, de réévaluer tous les accords de libre-échange qui ont été déjà signés avec l'Union européenne. Il y a des secteurs qui peuvent bénéficier de l'ALECA, des secteurs qui ne peuvent pas et pour lesquels ce serait dangereux. Donc d'abord, il faut passer par une phase de mise à niveau de certains secteurs, comme ça a été fait en 1995. Et pour cela, le rôle du président dans la négociation et avec son poids avec l'Union européenne pour essayer d'attirer une aide pour la mise à niveau. Et quand je dis une aide, pas une aide uniquement financière, mais une aide aussi en termes de transfert technologique, de transfert de savoir-faire pour pouvoir mettre à niveau les secteurs qui vont être ouverts à ce commerce. Donc ça, c'est par rapport aux relations internationales. Maintenant, si vous parlez de la libéralisation et de la réflexion, nous, on est dans une réflexion, je vais le dire en tunisien et après je vais le traduire. Donc l'idée où pour faire n'importe quoi, il faut une autorisation préalable en Tunisie, on est dans une doctrine que tout est interdit sauf ce qui est permis. Il faut inverser la doctrine et on revient dans tout est permis sauf ce qui est interdit. Donc il faut libéraliser les initiatives, ouvrir. Et donc, par exemple, même si ça ne rentre pas exactement dans les prérogatives, M. Mahdi Jama se propose de prendre l'opportunité que lui offre la Constitution d'une initiative législative pour finalement enlever ce cadre législatif de demande d'autorisation préalable avant de faire tout. Les innombrables cahiers de charges, je pense que ceux qui ont essayé un jour d'ouvrir un projet en Tunisie le savent. Donc, ouvrir, libéraliser les initiatives. Évidemment, l'État garde son rôle régulateur par rapport à certains cadres législatifs, le respect de l'environnement, le respect des droits de travail, etc., etc. Mais il faut arrêter de mettre un carcan sur l'économie tunisienne et libéraliser au maximum les initiatives. Après, il y a d'autres éléments sur la fiscalité, mais vous allez me dire que ce n'est pas dans le ressort du chef du président, donc je vais passer les paroles à mes collègues. Sofiane, pour ne pas te laisser en dernier. Merci. Non, mais moi, je suis étonné quand je vois un peu la contradiction entre le fait de protéger et libérer en même temps. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, si on est dans le libéralisme total, on est dans l'échange total. Tu n'aimes pas le nini, toi? Non, pas simplement ça, mais il faut définir quel État on veut. C'est ça aussi le plus important. Est-ce qu'on a envie qu'un État, un État qui n'a pas vraiment les moyens et les ressources nécessaires, qu'est-ce qu'il fait l'État pour les couches les plus démunies et les couches moyennes de la société, et qu'est-ce qu'il veut faire pour ça? Quand il définit son rôle par rapport à sa société, à ce moment-là, il peut réfléchir comment il peut faire. Après, on peut rentrer dans les techniques comptables, d'enlever telle loi, de changer telle autorisation, etc. Mais ce n'est pas ça. Mais la pensée globale, qu'est-ce qu'on veut de cet État? Est-ce qu'on a envie de continuer à défendre un État social en Tunisie qui protège les plus faibles et qui peut leur donner des chances, ou on a envie de jeter tout le monde dans un libre-échangisme qui est très sauvage et qui peut tout détruire au niveau des petites structures économiques en Tunisie. Alors, revenons à la proposition de candidat Mohamed Abou. Le candidat Mohamed Abou propose de geler toutes les négociations concernant l'ALECA, clairement. Toutes les négociations concernant l'ALECA, c'est gelé. On demande à des experts tunisiens de confiance et de compétences à réévaluer ce qui s'est passé depuis les accords de 1995, de voir tout ce qui était positif, tout ce qui était négatif. N'oublions pas que depuis cet accord de 1995, on a fermé jusqu'à 2011 presque 10 000 petites et moyennes entreprises. Donc il faut savoir pourquoi. Et quel cadre de compétitivité? Dire aussi qu'il y a un transfert de technologie. On entend ça depuis 1956. Il y a transfert de technologie. Comment ça se fait sur le marché international? Celui qui vient vendre chez toi, est-ce qu'il a l'envie de transférer la technologie? Ces questions-là sont très complexes. Donc, pour vraiment être beaucoup plus clair, c'est que l'État social qu'on est en train de défendre avec le candidat Mohamed Abou doit protéger des secteurs
dont les Tunisiens ne peuvent pas être compétents pour le moment et ils ne peuvent pas entrer dans une concurrence internationale. Et à ce moment-là, permettre à ces secteurs-là de se développer, d'avoir déjà une concurrence interne qui permet de faire évoluer les produits qu'on a sur des normes internationales respectables. Parce que parfois on dit on va y aller au marché, quand on demande qu'est-ce qu'on va vendre à ces marchés, on va voir la liste, on ne trouve pas grand-chose. C'est-à-dire d'abord qu'on doit nous apprendre à inventer, à produire pour pouvoir vendre. Mais qu'est-ce qu'on produit, nous, pour pouvoir vendre? C'est-à-dire qu'on a beaucoup de belles paroles, mais on n'a pas la capacité d'organiser déjà ce qu'on a. Donc voilà, si j'ai pu répondre sur la question d'ouvrir complètement la Tunisie à un commerce international, etc. Après, bien sûr, il y a des zones avec lesquelles il faut bien voir les choses, parce que 70% des échanges de la Tunisie, c'est avec l'Europe. On a simplement 13% d'échanges avec l'Asie, mais on a un déficit avec l'Asie de 9,4 milliards, or qu'on a des échanges simplement à 13,4 milliards avec l'Asie. Je n'ai pas envie que le président de la République devienne un président comptable. Le président de la République, c'est celui qui décide le cap, qui a une vision pour cet État, pour ce peuple et pour l'avenir de cet État. Après, tout ce qui est comptable, ça revient au gouvernement, au chef du gouvernement. Celui qui a envie de faire le président comptable, il vaut mieux qu'il va un conseiller à la présidence et pas un président. Voilà. Pour le candidat Lies Farfer, donc l'État a su investir dans l'hôtellerie et l'agroalimentaire après l'indépendance et il se doit aujourd'hui de conserver cet esprit pionnier pour impulser un investissement fort dans ces secteurs, pour prendre le train de la création et de valeur et non pas celui de la simple consommation ou de la sous-traitance. En tant que président de la République, Lies Farfer, il impulsera un plan d'investissement d'avenir fondé sur 4 axes qui sont la transition numérique, la transition énergétique, ainsi que l'éducation et la recherche scientifique et la santé pour remettre en marche l'ascenseur social qui est très important aujourd'hui et l'égalité des chances, car il ne faut jamais oublier que le développement économique n'est rien sans développement humain. Il souhaite aussi entreprendre un chantier énorme en matière de diplomatie économique pour consolider les relations existantes et pour s'ouvrir à de nouvelles voies. La Tunisie ambitionne pour être une plateforme logistique aéroportuaire, par exemple, triangulaire entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, la zone de libre-échange du continent africain, la ZLECA, et qui peut devenir un véritable outil de l'intégration économique africaine. Et il ambitionne aussi pour la Tunisie, qu'elle soit en tandem avec, par exemple, le Rwanda, les forces motrices de la réussite de cette intégration. La Tunisie a tout le potentiel pour être un leader de développement de l'écosystème, d'innovation et d'entrepreneuriat en Afrique et en installant par exemple un incubateur panafricain en Tunisie et en favorisant les échanges d'étudiants dans le continent africain. Et il propose même la création d'un Erasmus africain et la mise en place d'une cité universitaire africaine en Tunisie. Il souhaiterait aussi, par rapport à l'Institut tunisien des études stratégiques, de sortir de cette logique court-termiste et d'organiser des petits séminaires pour y inviter les meilleurs de nos compétences en Tunisie et nos compétences TRE aussi à participer. Et ils sont nombreux pour divers domaines et leur confier des missions pour mener une réflexion globale et non sectorielle sur la Tunisie 2030, 2040, 2050, parce que c'est vrai que le président de la République se doit d'avoir une stratégie sur du moyen et du long terme, un cap, et qu'il souhaite travailler en cohérence avec le chef du gouvernement et non pas se retrouver toujours avec c'est-à-dire en conflit avec le chef du gouvernement, parce que ça ne marchera pas. Concernant le sud et l'est, on souhaiterait ne pas dire que l'on doit rompre avec notre partenaire historique qui est l'Europe, mais il pense au contraire qu'il faut renforcer nos relations avec l'Union européenne, qui se limite en réalité à quelques pays. Ces relations doivent par contre se faire dans le cadre d'une nouvelle approche qui sache tenir compte de la nouvelle configuration de la Tunisie et de la rive sud de la Méditerranée. Par rapport à l'ALECA,
c'est très clair. Nous ne pouvons pas accepter les accords de l'ALECA dans l'état actuel parce que entre 2009 et 2019, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu une révolution. On ne peut pas attendre de l'Union européenne de nous présenter ces projets et à nous de les appliquer. Non, nous devons, nous, être prêts, présenter notre programme, présenter notre vision des choses et négocier notre avenir, négocier nos échanges. Aujourd'hui, la rive méditerranéenne nord représente à peu près, pour 4 pays, 180 millions d'habitants. La rive sud, avec l'Égypte, représente à peu près 200 millions d'habitants. En 2030, ça va doubler. Nous ne pouvons pas se limiter aux échanges seulement économiques purs, mais il faut réfléchir l'immigration, réfléchir cette population qui va doubler, réfléchir plus large aux conventions à signer avec nos partenaires historiques et nos nouveaux partenaires pour une meilleure diplomatie économique. Alors, il nous reste 9 minutes pour tout ce qui reste comme sujet. Donc, vous avez la parole tous les deux. Pardon ? Nous, on était un peu zélés par rapport à ceux qui ont 20 minutes. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a un monsieur qui a pris la parole durant 15 minutes. Donc, ils ont eu 1 heure. Et vous avez 1 heure. Mais voilà, un monsieur qui a parlé 15 minutes. Voilà. Très bien. Et je vois que le premier panel, les membres sont déjà partis. Les membres du premier. Vous êtes toujours là ? Ah oui, toi, tu es toujours là, toi. Toi, tu es toujours là. Très bien. Alors, pour répondre à la question telle qu'elle a été formulée, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que le caractère robuste de l'État tunisien tient beaucoup au fait que c'est un État social, un État qui, dans sa constitution même, dans son ADN, est un État qui s'est donné pour mission de donner une juste place à toutes les catégories de la société. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi est-ce que cet État-là perdure et reste stable, avec une administration relativement stable, malgré les soubresauts de la vie politique tunisienne. Et je crois, et nous croyons, et je pense que c'est un paradigme qu'il faut maintenir dans notre pays, et que l'ensemble des politiques économiques et sociales dans notre pays doivent tendre à préserver cet ADN-là. Et c'est là où le rôle du président de la République, en tant que, je dirais, garant de l'unité de l'État, d'une part, mais aussi en tant que garant des droits des générations futures. Et ça, c'est une définition du rôle et de la mission du président de la République qu'il faut dire et sur laquelle il faut absolument s'entendre. Et je pense que c'est principalement là où se situe son rôle sur la question de l'économie. Sur la question de la diplomatie économique. Alors, il y a dans notre pays un fait, qui est que nous avons un corps diplomatique qui est extrêmement administratif, très peu politisé. Il n'y a pas beaucoup d'économistes, très peu de personnes qui sont spécialisées sur les questions de marketing. Et je suis persuadée que les uns et les autres, dans le cadre de vos professions ou dans le cadre de vos visites dans certains pays, quand vous rencontrez nos représentants, effectivement, on a l'impression que la mission de la diplomatie tunisienne se limite à la question consulaire. Et donc il y a une nécessité de former, une nécessité de voir émerger une nouvelle génération de diplomates. Il y a quand même un institut qui a été fondé pour cela ces 4 dernières années. Et d'ailleurs, cet institut porte le nom de Beji Caid Sebsi, le président précédent. Et donc, je crois qu'on est en mesure d'espérer, de façon concrète, au-delà des effets d'annonce, qu'on pourra aller vers une diplomatie économique agressive. En Afrique, où nous n'avons qu'une quinzaine d'ambassades, quand on regarde notre principal voisin et concurrent sur ce continent-là, qui est le Maroc, qui évidemment a des représentations bien plus nombreuses, mais on a quand même des atouts majeurs. Ces atouts-là, et c'est ce que martèle le candidat Mourou à chaque fois qu'il en a l'occasion, aujourd'hui la Tunisie, c'est un fait, est à la fois l'hôpital et le pourvoyeur de services médicaux
pour les Africains. C'est, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur, mais également le système de formation professionnelle en Tunisie, l'un des principaux pourvoyeurs de services en Afrique. Sur la question également de la culture et la question de la recherche, c'est une place dynamique sur le continent. Et c'est sur ces trois axes-là qu'il va falloir, pour nous, continuer à investir. Et ce n'est pas le seul rôle de l'État. C'est-à-dire que ce super VRP que nous voulons voir sillonner les pays africains ne doit pas avoir amené dans son avion, dans sa valise, uniquement des gens qui représentent le ministère des Affaires étrangères, mais également le secteur privé. Voire même s'attacher, et là ça voudrait dire aussi qu'il y ait une vraie relation de confiance avec le secteur privé, s'attacher après le secteur privé. Aujourd'hui, il y a des organisations patronales, que ce soit la Connect, que ce soit la TABC, que ce soit l'UTICA, qui ont d'ores et déjà défriché un certain nombre de secteurs économiques, un certain nombre de pays à la traînée desquels il va falloir, en tant qu'État, aujourd'hui suivre. Et encore une fois, c'est le rôle du président de la République d'assurer cela. Le président de la République, finalement, tout comme il aura la capacité d'inviter l'ensemble des présidents de partis politiques à se réunir après son élection, et ça a été aussi l'engagement du candidat Mourou à cet effet-là, pour avoir un package complet sur la Cour constitutionnelle, à la fois les membres que le président nomme et les membres qui sont nommés par les groupes parlementaires et donc par conséquent des députés, et de se dire je suis sérieux, je ne vous demande pas juste par communiqué de bien vouloir procéder à ces nominations, mais en tant que président, nous nous asseyons autour de la table, toutes les forces politiques, et nous allons ensemble vers la mise en place de cette Cour constitutionnelle. C'est ce même président-là qui aura la capacité, la compétence de réunir toutes les forces vives de la nation dans le cadre d'un dialogue national sur la LECA. La LECA, c'est l'une, moi je considère, des plus grandes réussites de la société civile tunisienne. C'est-à-dire que cet accord de libre-échange, très technique, très ennuyeux, il faut quand même avoir un background économique assez développé pour le comprendre, c'est devenu une question en haut de l'agenda public parce qu'il y a une société civile en Tunisie qui a dit attention, cet accord-là, ce n'est pas seulement un accord entre deux partenaires, c'est quelque chose qui aura une conséquence directe sur le prix des denrées que nous consommons de façon quotidienne. Et je crois que c'est le rôle du président de la République, puisqu'il est au-dessus de tous, il démissionne de son parti, il représente tous les Tunisiens, une personnalité consensuelle qui pourra le faire. Par rapport à ce chapitre-là, je pense que le seul candidat qui se démarque du lot, c'est Hama Hamami. Vous me diriez pourquoi ? Effectivement, Hama Hamami, il prône un autre modèle de développement économique, en rupture avec les modèles qui n'ont pas arrêté d'échouer. Moi, je veux simplement rappeler que l'ALECA n'est que l'acte 2 des accords d'association de 1995. Les accords d'association de 1995 qui ont concerné essentiellement le secteur industriel et un tout petit peu le secteur agricole. On a vu quelles étaient les conséquences. Des milliers d'entreprises fermées et c'était un fiasco total. Sur un deuxième plan, c'était également la perte de la souveraineté de la Tunisie sur des secteurs stratégiques. J'en citerai seulement le secteur de la cimenterie. Et ça, vous savez tous que l'économie tunisienne et les Tunisiens achètent aujourd'hui le ciment qui est produit au prix internationaux. Et là, vous allez faire directement le lien entre ce qui se prépare avec ce fameux accord d'ALECA pour l'économie et pour le futur de la Tunisie. C'est pour ça que Hama Hamami... Allô ? Oui, ça marche. Hein. C'est pour ça que Hama Hamami a placé son programme en tant que candidat à la présidentielle. Hama Hamami, futur président de la Tunisie,
mettra à la tête de ses priorités la question de la souveraineté nationale. Et c'est une question vitale et fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté nationale? C'est-à-dire que la Tunisie décide pour elle-même et que l'avenir de la Tunisie ne sera pas décidé ni au FMI ni à l'Union européenne. Parce que les accords qu'on est en train de... Moi, je vais vous donner quelques chiffres. Là, l'ALECA propose d'ouvrir les négociations sur le secteur agricole. Vous allez me dire, on est pour la liberté d'échanger, etc., etc. Mais pour que cette liberté d'échanger ait un sens, il faut que les différents acteurs aient les mêmes conditions de départ. Or, aujourd'hui, on sait tous, par exemple, qu'au niveau du secteur agricole, l'Union européenne, 40% du budget de l'Union européenne, il va pour la PAC. La politique agricole commune, c'est pour soutenir l'agriculture et les agriculteurs européens. L'agriculture européenne, elle est 7 fois en moyenne plus productive que l'agriculture tunisienne. Et ça, ce n'est pas Hamhamem qui le dit, ce sont les chiffres qui le disent. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence de mettre en concurrence le petit paysan tunisien? Vous savez qu'en Tunisie, 75% du secteur agricole est au niveau des petites et moyennes des petites propriétés. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, le paysan tunisien, il n'est pas du tout en mesure de... C'est-à-dire qu'il est voué à disparaître, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire notre sécurité alimentaire, c'est-à-dire les chiffres avancés par l'Union des agriculteurs, c'est que 250 000 agriculteurs tunisiens sont menacés de disparition si l'ALECA passe. C'est pour vous dire les dangers, c'est-à-dire si on ne prend pas mesure de la gravité de cette situation, si on ne veut pas se réapproprier, parce qu'il y a cette question-là, la question de l'ALECA, clairement, Hamami, président, il se retire totalement des négociations en cours concernant l'ALECA. Il y a une deuxième question qui hypothèque tout avenir pour le développement économique de la Tunisie, c'est la question de la dette. C'est le premier poste budgétaire en Tunisie et la dette ne fait que croître. Adel, il faut qu'on fasse le dernier point, parce que moi j'ai pensé, ayant vu 2 candidats, un panel, discuter des mêmes sujets, j'ai pensé que vous allez rétrécir un peu votre... voilà, pour qu'on puisse tout, etc. Là, on a dépassé le temps et je veux vraiment 2 phrases de chacun sur la politique étrangère, la Libye et l'Algérie, mais vraiment très rapide. Bon, je commence. Je pense que j'ai respecté le temps imparti. Moi, on m'a demandé, nous, on est dans le respect des engagements. On a demandé des thèmes, un timing, vous voyez, faire garder le temps de parole. Vu, ça, donc, en 2 mots, comme vous avez demandé, évidemment, l'Algérie et la Libye sont nos voisins les plus proches, et donc notre sécurité et leur sécurité, notre stabilité et leur stabilité sont entremêlées. Donc, évidemment, mais ça c'est le cas de beaucoup de candidats parce que c'est la doctrine diplomatique tunisienne, le premier déplacement du président sera en Algérie. Après, dans tout cela, nous, la Tunisie, on reste sur ce qu'on dit d'autre, mais une neutralité positive, mais on rajoutera une neutralité positive active. Et l'idée, c'est que la Tunisie sera là aussi pour essayer de rapprocher les points de vue auprès des voisins libyens pour aider, mais aussi être à l'écoute et ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures, donc garder cette position de neutralité positive, active. Ad, très vite. Donc, très vite, en matière de politique étrangère, Hamel Hamami prend une ligne qui est également en rupture avec la ligne actuelle, c'est-à-dire la ligne d'alignement. Et on sait bien que les axes saoudiens, c'est-à-dire de l'Arabie saoudite, des Émirats, Turquie, etc., et l'axe qui est en face... Lequel vous choisissez? Arabie saoudite? Nous, justement, c'est-à-dire pour nous, ni l'axe
de l'Arabie Saoudite, ni celui de Qatar et de la Turquie défend les intérêts des Tunisiens. Et il nous faut également nous réapproprier notre souveraineté au niveau des relations internationales et des politiques internationales. Et en ce qui concerne l'Algérie, nous savons tous que l'Algérie, elle est dans le collimateur justement des axes on va dire, des puissances internationales. Et c'est pour ça que pour nous, le partenariat entre la Tunisie et l'Algérie est un partenariat fondamental. Aujourd'hui, vous voyez tous que le peuple algérien se mobilise, mais il tient à sa souveraineté. Et c'est cette souveraineté-là qui permettra au peuple algérien, tunisien et libyen également, parce que vous savez que les deux parties qui s'affrontent aujourd'hui sont le prolongement d'un affrontement à une échelle plus large. Et donc nous, concernant la Libye, on prône une politique, c'est-à-dire une politique étrangère active de la Tunisie pour rassembler, pour unir le peuple libyen loin des axes étrangers. Ici. Fatah Mourou est aussi dans une logique de neutralité positive envers nos amis et frères libyens dans ce conflit qu'ils traversent. Il choisit aussi active aussi. Active, absolument. Mais je crois qu'il y a eu tout un débat public en Tunisie sur cette question-là, de reconnaître le fait que cette espèce de frilosité de la diplomatie tunisienne à entrer dans des logiques conflictuelles nous a peut-être fait perdre l'opportunité d'aider nos frères ou cousins libyens à aller vers une résolution de conflit qui aujourd'hui nous semble prioritaire. Maintenir cette relation privilégiée avec l'Algérie, tout comme il y a un couple franco-allemand, il y a un couple algéro-tunisien dans le Maghreb et en Afrique, et je crois qu'il faut et il faut le maintenir. Et enfin, d'autre part, vraiment rappeler le fait que choisir un président de la République, aujourd'hui, c'est choisir quelqu'un qui ira représenter la Tunisie également auprès du ministère des Affaires étrangères au Conseil de sécurité de l'ONU, dans lequel nous allons siéger ces 2 prochaines années, mais également à la tête de la Ligue arabe, que nous présidons également pour ces années à venir. Et quelqu'un avec le verbe haut et la prestance et également la représentativité de la culture tunisienne est important. Bon. C'est peut-être la clé. Hein. Peut-être, oui, pour représenter l'identité tunisienne. Non, mais je vais. Mais vous n'avez pas parlé de Sefseri, alors c'est un peu. Bon. Je vais essayer vraiment d'être bref parce qu'il y a plein de choses à dire, etc. Non, plein de choses en peu de temps. Ne comptabilisez pas le temps de. Non, mais je vais faire vite. Non, mais il y a plein de choses à dire, mais je vais vraiment restreindre ce que je vais dire pour être clair. D'abord, moi je trouve que la Tunisie a besoin d'un président qui n'est pas clivant, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'est-à-dire un président qui est clivant, qui représente une partie des Tunisiens, les autres vont lui mettre les bâtons dans les roues. Et à l'extérieur, il sera aussi clivant. C'est-à-dire qu'un président en Tunisie ne doit pas représenter une partie des Tunisiens au niveau idéologique et les autres sont contre, et celui qui vient du système actuel va être aussi clivant parce qu'on a eu l'expérience, ceux qui viennent du système et de l'ancien système qui sont recyclés, ils ne travaillent que pour les leurs, ils ne travaillent pas pour tout le peuple. Alors pour la Libye, celui qui est en relation avec Haftar ne me parle pas qu'il va trouver une solution, et celui qui est avec Fajr Libye ne me parle pas qu'il va trouver une solution. Celui qui va aider à trouver une solution en Libye, c'est celui qui est neutre idéologiquement et politiquement et n'a pas mis la main dedans. Voilà un président qui n'est pas clivant au niveau international et au niveau à l'intérieur. Ne me parlez pas de couple. La politique extérieure, c'est une question... C'est une bonne idée, le couple. Non? Pardon? Le couple. Oui, c'est une bonne idée. Hein. Alors, mais ne vous coupe pas, laisse-moi dire vite. Je vais vous dire, pour le Maghreb, c'est une question très complexe d'essayer de la faciliter avec un couple tuniso-algérien, comme disait Ched la dernière fois, et la représentante de Ched, comme disait aussi mes contradicteurs ici. Vous savez, si vous jouez au couple algéro-tunisien, vous bloquez complètement le Maghreb.
Et il faut jouer avec tout le monde parce qu'on est dans une situation très complexe dans le Maghreb et dans le monde arabe. Il ne faut pas essayer de faire des clans, il ne faut pas essayer de faire des axes. Il faut se désengager de ces axes et de ces clans et travailler avec tout le monde pour pouvoir intervenir dans des crises. Il y a une crise très grave entre l'Algérie et le Maroc. Il ne faut pas mettre la main dedans en disant qu'on va faire un axe avec l'Algérie. On travaille avec les Algériens, ils sont nos frères. On a beaucoup d'intérêt avec eux. Nos échanges avec l'Algérie ne représentent que 3,8% économie. On travaille avec le Maroc, on travaille avec la Mauritanie et on travaille avec la Libye, avec tous les partenaires et les gens en Libye pour trouver une solution avec tous les partenaires et les voisins, etc. Mais quand on est clivant au niveau idéologique à l'intérieur et on est clivant au niveau diplomatique à l'extérieur, on ne pourra rien. Merci. Il ne faut pas que le président soit président d'honneur du parti après, c'est ça ce que tu veux dire. Il ne faut pas que le président soit un président d'honneur du parti, c'est ça? Non, clivant, c'est pas clivant politiquement, idéologiquement, tu m'as compris. Si tu m'obliges à citer des noms, je dis, je peux dire non. Non, j'ai rien dit, moi, je pose une question. Non, j'ai rien dit, je pose une question. Elle. Donc, le candidat Alyes Farfer souhaite que la Tunisie reprenne sa place historique au niveau de pôle de paix. La Tunisie a toujours été une référence au niveau politique international. Pour cela, nous avons les outils nécessaires, il faut savoir les utiliser, comme pour les institutions qu'il faut utiliser pour l'État. Nous avons les outils nécessaires. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons bientôt un siège au Conseil de sécurité à l'ONU, et ça, nous allons pouvoir l'utiliser pour essayer d'aider dans ces problématiques-là. Pas d'ingérence. La Tunisie a toujours été dans ce sens-là, même avec nos pays frères, parce que nous ne sommes pas sourds et muets. On sait très bien ce qui se passe, mais nous essaierons de passer par l'ONU, par les institutions, à trouver des solutions comme on l'a toujours trouvé. Et il n'y a pas qu'aujourd'hui la Tunisie, l'Algérie et la Libye. N'oublions pas Al-Qadhiya Al-Qadhiya Al-Falastiniya, et nous sommes très très clairs par rapport à cela, et nous continuerons à travailler dessus. Nous avons un secrétaire général adjoint à l'ONU, Sikhal Dlekhiali, qui vient d'être nommé concernant ces affaires du monde arabe et oriental et Asie. Donc nous avons ce qu'il faut pour que notre diplomatie tunisienne devienne, comme le souhaite le candidat Alyes Farfer, un pôle de paix, et nous n'avons qu'à travailler, avoir cette volonté, ce cap, cette vision et cette stratégie à court, moyen et long terme. J'ai l'horloge en face de moi, et l'horloge me dit... Juste, comme je suis très très en retard par rapport aux autres, je vais prendre juste 30 secondes pour dire qu'il y a plein de thèmes qu'on n'a pas abordés. Donc, pour ceux qui veulent savoir la position de M. Madizem sur différents thèmes, je vous invite de nouveau ce dimanche à partir de 13h du côté du métro Gallieni pour venir l'écouter en direct, ce sera mieux que moi. Et monsieur Abdel Fattah Mouro est le 11 ici à Paris, c'est ça? Bon, dans ce cas-là, on enchaîne rapidement sur les... C'est ça, oui. On aurait bien aimé parler de l'écologie aussi, parce que l'autre panel, on a parlé. On aurait aimé parler... Parce que c'est au cœur aujourd'hui de notre programme. Mais je pense, franchement, moi je pense à mon collègue... Malheureusement, le ton... Moi je pense à mon collègue qui va animer les sujets débats qui appartiennent à la législative, pas les mélanger avec les présidentielles. C'est d'ailleurs le travail vraiment pédagogique en politique en Tunisie très important, parce que les gens mélangent entre ce qui est présidentiel et ce qui est législatif. Merci. À toi la parole. C'est pour ça que je pense que le TTT avait initialement convié les candidats pour une tenue purement présidentielle et qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc on essaye de faire... Et tu prends aucune question non? Alors, je peux prendre une question. On m'a demandé de ne pas le prendre. On m'a demandé de ne pas prendre de questions. Parce mais c'est bien d'être indiscipliné des fois. Mais si... Être rebelle, c'est bien. On peut Sinon, on va... Alors, dans un souci d'équité, je sais que je vais me faire gronder, je vois les yeux de là-haut. Dans un souci d'équité, on va faire les 30 secondes pour l'écologie. Après, très rapidement, parce qu'il y a les cahiers de la liberté qui attendent aussi, 30 secondes sur l'écologie. Ou bien, on change de thème et on part sur 30 secondes. Est-ce que vous voulez parler d'un autre thème à part l'écologie? Parce qu'apparemment, l'écologie... Non, alors c'est soit l'écologie, soit on part sur la famille. Et je préférais qu'on fasse sur la famille pour pas qu'il y ait de... Sur la famille? Sur la famille. Le même format. Parce que là, déjà, on a eu un problème avec le mot couple. Donc, justement, pour enchaîner sur le couple. Justement. Écologie. L'écologie ou la famille? Bon, là ça demande l'écologie. Écologie, en 30 secondes.
30 secondes pour nous, c'est simple. Dans la réflexion du poste du président de la République, il y a la défense de la souveraineté de l'État. Et donc, pour la vision de M. Mahdi Jama, la souveraineté de l'État intègre la souveraineté militaire, la souveraineté alimentaire, économique, mais aussi écologique, parce qu'on est responsable de ce qu'on va laisser aux autres. Et donc, toute la réflexion, c'est aussi essayer de réfléchir sur le développement économique ne doit pas être dissocié de la protection de l'environnement. Revenez au bio, c'est ça. C'est ça? Pas que ça. Pas Plusieurs que ça. autres choses, ne serait-ce que Yallah. dans Donc, les énergies renouvelables, dans comment on va faire avec le phosphate, etc. etc. Mais bon. Donc, très brièvement, pour nous, pour Hamel Hamem, il y a J'aime bien très brièvement. J'adore. très brièvement, Wallah, j'adore. deux questions. Voilà, là, tu m'as scotché, là. Très brièvement. Donc il y a la première chose, c'est la question de la pollution et du traitement des rejets qui sont en train d'anéantir des terres agricoles, qui sont en train c'est-à-dire de rendre malade toute la société. Donc l'obligation d'abord de traiter ces déchets-là, notamment par les premiers pollueurs, c'est-à-dire les entreprises, et mettre en place un système qui criminalise, c'est-à-dire le non-respect de l'environnement. Et la deuxième chose, la transition énergétique. Aujourd'hui, elle est la clé de l'avenir de la Tunisie. Très brièvement, je reviens à l'idée de départ que nous avions exposée, qui était que le président de la République est d'abord le garant des droits des générations futures, et donc il doit être la personne, le médiateur, et celui qui, en effet, joue un rôle décisif dans le contrôle de ce qui est décidé et qui peut porter une atteinte, que ce soit à nos ressources naturelles ou que ce soit à l'écologie de notre pays. Et la seconde chose, et vous l'avez sûrement vu dans le communiqué électoral du candidat Mourou, tout comme nous avions proposé l'extension de la définition de l'armée à l'armée numérique, nous avions dit également que désormais le rôle de l'armée sera également, le ma'ani, sera désormais également la protection des ressources naturelles de notre pays. Bon, je vais être très bref, si Tawfiq. Très bref. Bon, tout le monde, vous dites tous très bref. Oui, mais premièrement, je ne vais pas étaler ce qui est... Pour l'instant, mais déjà est dans les temps. Bon, mais il n'a pas grand-chose à dire. Non, moi je parle de timing. Hein. Je ne parle pas de course. Je parle dans les temps, c'est-à-dire au niveau de ma montre. Bon, mais bon, pour être vraiment bref, au niveau écologique, il y a plusieurs mesures qui doivent être faites par le gouvernement. Donc je ne vais pas les détailler. Je ne parlerai pas de phosphate, de pétrole, etc. Mais pour Mohamed Abou, candidat à la présidence, une fois président, il verra à faire une loi cadre proposée par le président de la République pour la question de protection de l'environnement et l'économie verte, etc. Mohamed Abou, au niveau de l'investissement, la Tunisie a maintenant un investissement extérieur de 2,8 milliards. Il veut le doubler pendant les 5 ans. Il va essayer que ça soit sur l'économie verte. Merci. Chirac a proposé une agence nationale de l'environnement depuis 2000. Elle n'a jamais vu le jour. Yallah. Oui, mais nous, on n'a pas tenu vous n'êtes pas le maire de Tunis pour être le président après. Lui, il était le maire de Paris. Donc la transition énergétique, comme je disais tout à l'heure, est au centre du programme de Lies Farfer parce qu'il y croit et c'est une révolution, une deuxième révolution que la Tunisie doit mener. Nous pouvons commencer par appliquer Destour parce qu'il y a quand même un article par rapport à cela et par rapport à la jeunesse et l'avenir de la Tunisie. Et donc, appliquons la Constitution, la boucle est bouclée par rapport à ce qu'on a dit au tout début. Et donc, transition énergétique, économie bleue, voilà, ça c'est le programme de Lies Farfer et il est au cœur et il y croit et il fera tout pour que ça aille dans ce sens-là. Monsieur Moussa Moujaf m'en a offert un que j'ai perdu. Je peux garder celui-là? Il est dédié à moi. Il est dédié.
D'accord.